Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Théâtre de la Scala et je rejoins David Castello-Lopez pour un petit café sur scène. C'est parti! Bonjour David, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui sur la scène de la Scala où tu joues ton premier spectacle, Authentique. Ouais. Pardon. Merci Nathalie de me recevoir. Avant d'en parler, j'aimerais, si tu veux bien, revenir un peu sur ta carrière, ta brillante carrière et ton parcours. À moi de le dire. Puisque tu es journaliste, chroniqueur, youtubeur, auteur, réalisateur et compositeur. Ça en fait des casquettes. Ouais, oui, mais c'est pas des trucs que je fais. Enfin, tout ça est fusionné en fait dans les vidéos que je fais, en particulier celles que j'ai faites pour Canal+ et maintenant pour la Suisse. En fait, il se trouve que je fais toutes ces choses-là. Oui, je fais la musique de mes épisodes, je fais le montage, je fais le tournage, mais c'est pas genre bah tiens, des fois je compose. Tout est fusionné dans un même objet en fait. Pourquoi il y a des gens qui parlent italien en Suisse? C'est chelou, non? Moi, je trouve ça charmant. Et vous le savez, quand je trouve que quelque chose est charmant, eh bien, j'en fais une chanson. Piccolo portafoglio certo ma alta sensualità. Reddito ridicolo forse ma super flessibilità. Sono ticinese. Sono ticinese. Comment tu gères un tel emploi du temps en fait? Écoutez, c'est pas facile, il faut vraiment être très organisé. J'imagine. Non, en fait, comment gérer un emploi du temps? Alors, j'ai pas d'enfant, déjà. Je pense que ça aide énormément à... C'est vrai que ça prend du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Et je vois des amis à moi qui ont des enfants... ils ont plus de difficultés à travailler énormément. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il faut être... Oui, c'est des semaines où il y a pas vraiment de week-end, c'est un peu tout le temps. Je fais partie des gens, je pense, qui font tellement exactement ce qu'ils aiment faire. Genre, je changerais rien, quoi. Tu prends plaisir. Mais oui, tout est enfin, je vais pas dire tout est un plaisir, mais c'est très, très, très souvent un plaisir. Donc ça se confond complètement avec les loisirs, c'est ça que j'aime faire. Oui. Je disais il y a pas longtemps qu'en fait moi j'aime plus trop prendre des vacances en fait, mais des vacances au sens tiens on va aller en Ardèche et puis on va revisiter des châteaux. Moi j'aime bien faire des reportages dans les endroits, des vidéos dans les endroits et les découvrir à travers les vidéos. Mais alors, depuis quand ça existe les codes barres? Qui est la personne qui les a inventés? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à New York. Alors quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier? Bon, j'ai dû avoir une petite période très classique de vouloir faire des métiers de bonhomme puissant, genre pompier. Oui, comme beaucoup de garçons. Voilà. Mais non, après, je savais pas et je me souviens, après, on écoute ses parents. Les parents, ils disent, oh là là, toi, t'es fort tu t'arrives bien à nous convaincre de choses, tu pourrais être avocat. Donc je disais, ouais, moi, je vais être avocat. Mais c'était parce que mes parents m'avaient dit ça. C'était un peu n'importe quoi, en fait. J'étais un peu créatif. Je crois ça depuis toujours. En fait, on se rend pas forcément compte, mais quand on a des petits trucs comme ça, il y a tellement peu de métiers qui correspondent strictement à ce pourquoi on a un petit penchant artistique, un petit penchant créatif, qu'on se dit pas tiens, je vais être artiste. Puis en plus, immédiatement, c'est prétentieux en fait. Contrairement à si on dit je veux être avocat ou menuisier ou truc, ah ouais, voilà, ça c'est un métier. Sinon, tu fais attends, mais il y a 5 postes d'artistes dans le monde. Tu crois quoi? Tu crois que tu es digne de ça? Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai absolument pas cherché à le devenir. Enfin, je n'ai absolument pas cherché à le devenir. J'ai pas du tout ça. J'ai complètement cherché à le devenir. C'est juste que j'ai fait des trucs beaucoup plus normaux, quoi. J'ai commencé par être journaliste normal, puis petit à petit on fait des trucs un peu plus créatifs, et puis de fil en aiguille... C'était sur ton chemin aussi. Alors justement, tu le dis, tu me dis que tu étais journaliste. Alors du journalisme à l'humour, il y a quand même un grand pas. Ouais. C'était... à quel moment tu as ressenti ce besoin de scène? Le besoin de scène, ça a été très très progressif. En gros, c'est plus que je faisais des vidéos déjà où il y avait des blagues et où je commençais à savoir faire un petit peu. Et je me dis, ah tiens, il y a une petite attirance de la scène parce qu'en fait, je voyais autour de moi des humoristes qui disaient, non mais attends, la scène, c'est vraiment le truc, il y a rien de comparable à ça. Et puis, j'avais envie aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils ont pas envie, quoi. Ça les intéresse pas de faire de la scène, soit parce qu'ils s'y sentent pas à l'aise, soit parce qu'en fait, ça les terrorise trop. Moi, il se trouve que je pense que, depuis toujours, j'aime bien, oui, faire le beau un peu et avoir l'attention sur moi et que,
Bah vraiment, en fait, la scène, c'est ça, quoi. Le contact avec le public aussi, peut-être. Bien sûr, mais évidemment, ça c'est très. Quand on fait des vidéos, on a des gens qui nous mettent des commentaires en dessous, on sait absolument pas qui c'est. Là, il y a un rapport plus ou moins. Mais bien sûr qu'il y a un truc, il y a aussi un truc mégalo dans le fait de faire de la scène. De ce fait, c'est important pour toi ce que les gens pensent de toi? Oui. Tu lis les commentaires? Je lis les commentaires, tout ça. Alors, en fait, je pense que c'est important pour tout le monde, le regard des autres et est-ce qu'on nous aime ou pas. Le truc, c'est que quand on est vraiment complètement... Si on aime trop ça, on se finit par s'enfermer et ne plus avoir du tout de liberté dans ce qu'on fait. Moi, je veux pas plaire à tout prix. Oui. Mais quand je fais quelque chose qui me tient à cœur, dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même, c'est hyper important pour moi que les gens aiment bien. Et s'ils aiment pas, je suis très très triste. Je suis pas sûr de ce passage-là. S'il y a quelqu'un qui met le doigt exactement sur le doute qu'on avait sur un passage, là je fais ah ouais, t'as raison, ça m'énerve. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Mais évidemment. T'étais comment? Terrorisé? Alors c'était dans un contexte qui aidait un petit peu. Moi j'ai commencé à faire de la scène en tant que journaliste dans un truc qui s'appelle le Live Mag et qui a lieu dans plein de théâtres de Paris, des grands théâtres genre le Casino de Paris, maintenant c'est au Théâtre Libre qui est juste en face de la Scala où on est. Et c'est des journalistes qui viennent parler devant une grande salle et qui viennent raconter des histoires vraies. Et la plupart de ces journalistes ne font pas de blagues et même des fois racontent des histoires tragiques et sinistres. C'est vraiment genre des reporters de guerre qui ont vu des gens mourir devant eux, etc. Et moi, on m'a proposé de le faire en tant que journaliste, parce que j'étais journaliste, mais comme j'avais ce petit truc de j'aime bien faire des blagues, eh bien j'ai raconté des histoires personnelles, vraies, mais avec des blagues dedans. Et en fait, être le type drôle, enfin le type qui est censé faire un peu des blagues dans un endroit où personne n'en fait, il y a un côté, en fait, tout de suite, on fait un petit truc, c'est genre, ah, c'est super bien. Puis c'était aussi un public très intello, je pense. Et donc, il y avait, en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Et j'ai fait cette erreur que j'ai entendu plein d'humoristes dire depuis, tu sais, fait une première fois, super bien passé, tu dis, je me dis, mais, et dire qu'on m'a dit que c'était compliqué de faire de la scène, mais c'est pas possible, c'est tellement facile. Regarde, je le fais une fois, je cartonne. Et deuxième fois, pareil. Et alors là, on monte encore d'un cran, donc genre, en fait, c'est hyper facile, je suis fait pour ça. Et troisième fois, dans un autre contexte qui n'était pas le même, avec un autre public, pas de machin, etc. Et là, mais 5 niveaux en dessous, quoi. C'est-à-dire que genre vraiment, première fois, salle de 1000 personnes, je dis quelque chose, enfin, c'était pas non plus catastrophique, mais j'ai expérimenté ce que c'est de dire quelque chose qui est fait pour être drôle devant une salle de 1000 personnes et rien. Et là, tu fais genre. Donc tu redescends là. Mais tu redescends, mais tellement grosse remise en question. Complètement. Et là, pendant un an, en fait, vraiment, à ce moment-là, je m'apprêtais à me dire, ok, je vais monter sur scène, je vais faire des comedy clubs, c'est bon, machin, etc. J'ai pris ça avec elle et en fait, j'ai mis ça en sourdine pendant un an, en fait. J'ai fait genre, je veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et puis après, comme souvent, j'ai un peu persévéré, je me suis dit, attends, faut juste apprendre, quoi. Genre, il y a plein de paramètres que j'avais pas, faut les prendre en compte, on apprend, c'est un métier, et voilà. Et après, il y a aussi ce moment où on se rend compte, parce que maintenant, quand même, j'ai fait pas mal de dates, il y a des fois, il y a un truc qui marche pas, ça m'est réarrivé d'avoir des trucs, on pense que c'était marrant, en fait, non. Et là, c'est pas grave. Oui. On n'en meurt pas. Non. C'est genre, c'est un petit peu désagréable, on prêt, mais c'est une info aussi. Et la prochaine fois, on fera mieux. Tu t'adaptes après. Voilà, je t'adapte et tu te blindes un petit peu, quoi. Petit peu, quoi. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Ben oui, bien sûr. Alors, tu démarres en Suisse. Oui. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en proportion, je suis plus connu en Suisse qu'en France parce que j'ai fait une série de vidéos qui est qui est regardée en Suisse, en France aussi, mais disons en proportion des gens, il y a 2 millions de Suisses francophones. Je pense que vraiment beaucoup plus de gens en proportion connaissent, même s'il y a plus de Français qui me connaissent, en proportion des gens ensuite. Donc en fait, c'était assez sécurisant. Oui, c'est ça. Safe de faire. C'est facile. Voilà, exactement. C'est genre je savais que j'aurais pas trop de mal à vendre les billets, ça c'était la première chose, une sorte de bienveillance de base. Et deuxièmement, en fait, il y a un théâtre qui, par l'intermédiaire d'un producteur suisse, m'a proposé de m'acheter des dates à l'avance et donc de m'assurer que je pourrais faire 19 dates dans son théâtre, de me les payer à un certain prix et donc je pouvais produire moi-même le spectacle dans de bonnes conditions, sans avoir à faire appel à personne. Et c'était, d'un point de vue de la liberté de ma création, c'était
c'était parfait, quoi. Et voilà, et c'est un théâtre suisse qui me l'a proposé, donc voilà, ça faisait deux choses. Alors ton premier spectacle est un véritable carton. Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé La Lista do José. L'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarisme. É toi, espèce de petit youpão. Je vais te tuer. Arrêtez, monsieur l'OSS. Certes, c'est un petit youpão, mais c'est également un être humain. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur do peuple juif. La Lista do José. Prochainement sur vos écrans. Si. C'est un carton. Comment t'es venue l'idée d'écrire justement ce spectacle? Bah, ce spectacle, il s'appelle Authentique, et c'est un spectacle en fait sur le thème de l'authenticité. Quand on écrit des blagues, moi ça fait 10 ans que je prends des notes sur des choses qui me paraissent drôles, etc., qui me paraissent intéressantes aussi, pas seulement drôles. C'est genre ah tiens, ça c'est une réflexion intéressante, mais tiens il y a cette petite blague à faire avec. Et quand je me suis dit tiens je vais écrire un spectacle qui fait plus d'1 heure, j'ai mis la totalité de ces idées dans un grand document et ensuite j'ai fait des post-it que j'ai mis sur un énorme mur. Et ensuite je me suis dit bah attends il faudrait qu'il y ait un fil directeur. Et je vois, mais là on avait déjà un petit peu conscience avant, que un thème qui traverse un très grand nombre de choses que j'écris, c'est le thème de l'authenticité. C'est genre, est-ce que tu es sincère quand tu parles? Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? T'es en train de te la péter là. Tiens, et même moi-même, c'est genre, j'ai vu une personne connue, comment je me suis comporté par rapport à elle? Est-ce que j'arrive à... aussi des trucs de séduction, être soi-même dans la séduction. Est-ce que... on me dit souvent, mais moi j'aime les filles qui disent, moi j'aime les mecs qui sont eux-mêmes ou qui sont authentiques, et je remarque que moi, si je suis moi-même, ça marche pas du tout, en fait. Oui. Il faut pour être sexy, il faut faire la gueule. Faut faire la gueule, il faut jouer des rôles, en fait. Donc c'est... Voilà, et en fait, toutes ces choses-là, je vois que ça rentre dans le thème de l'authenticité, donc ça devient un petit peu évident de dire bah en fait voilà, ça va être ça le thème du spectacle. Mais c'est très philosophique parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ton spectacle, c'est on sent que tu as ce côté journaliste. Oui. Je trouve. Bah oui, en fait je viens de là et c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression moi dans ce que je fais que je suis vraiment les deux à la fois, quoi. Y compris sur scène, parce que je vais faire des trucs que typiquement on fait pas quand on est humoriste. C'est-à-dire, je vais aller retrouver, par exemple, non, je dis quelque chose, et vous avez remarqué, je sais pas quoi, comme font souvent les humoristes, sauf que moi, j'ai un enregistrement de quelqu'un que j'ai fait qui illustre ce que je dis. Et ça, c'est typiquement journalistique. On dit quelque chose, on l'illustre par un exemple qui est tiré de la réalité et qui est capté sur la réalité, pas un truc qu'on dit qu'on a observé. Voilà, je vous le prouve. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que ça vient totalement du journalisme. Et alors, en sortant de ton spectacle, est-ce qu'on a la réponse sur ce qu'est l'authenticité? Alors, c'est un thème un peu trop vaste et un peu trop profond pour avoir une réponse définitive, mais en tout cas, je donne une réponse. Moi, oui, je donne ma réponse à la fin du spectacle. Alors, tu nous parles de sincérité, de l'espèce humaine, et tu emploies le terme de vrais gens. Est-ce que toi-même, tu fais partie des vrais gens? Moi, je ne fais pas partie des vrais gens parce qu'en fait, les vrais gens, c'est une catégorie assez étroite des gens et c'est même pas, en fait, aucun vrai gens, je pense, enfin en tout cas qualifié comme tel par un certain nombre de personnes, ne dit moi je suis un vrai gens. L'expression vrai gens, c'est une façon pour les gens qui font partie un peu de l'élite, c'est-à-dire en gros traditionnellement des gens soit riches, soit connus, soit qui habitent à Paris, soit les trois. De qualifier les gens qui sont aucune de ces choses-là. Donc les gens pauvres, malades, en difficulté et qui n'habitent pas à Paris. Voilà. Donc moi, étant quelqu'un qui habite à Paris, qui a une petite notoriété et qui suis à l'aise financièrement, je coche aucune des cases des vrais gens. Donc non, je suis pas un vrai gens. Alors, si tu restes, ta vie privée, tu restes très discret. Oui, relativement. Oui. C'est pour garder l'authenticité ou un certain mystère? Je sais pas, il y a un petit truc que c'est agréable quand même d'avoir une petite séparation, de pas mettre en scène la totalité de son existence. Est-ce que c'est pour avoir un mystère? Peut-être oui. En fait, je crois que c'est parce que c'est aussi des trucs, on se définit en observant d'autres gens et moi j'aime
j'avoue que oui, j'aime bien en fait quand je suis un artiste ou je suis quelqu'un, je dis genre je me demande comment est son existence. Et en fait, oui, en fait, je pense que ce petit mystère qu'il peut y avoir en fait derrière qui est la personne derrière la personne publique qui se montre, ce petit mystère en fait, je crois que je l'aime bien, c'est les autres, il m'intrigue. Et peut-être j'ai envie d'être intriguant moi aussi à ma façon. C'est ça. Et en fait, pendant ton spectacle, on découvre des photos de toi, bébé, enfant, adolescent. Ouais. Ta grand-mère aussi. Alors, plus bébé maintenant, parce qu'il y a plus de photos de moi de bébé. Pourtant, t'étais mignon, hein, bébé. Alors, les bébés, quand même, sont souvent mignons, parce que c'est une version miniature des gens, et ça, c'est mignon en soi, quoi. Mais non, il y a des photos de moi enfant, quand même. Et je suis encore mignon, je crois. Ouais. Mais oui. Et ta grand-mère, donc toutes les photos sont authentiques? Ah, bien sûr. Je dis rien. Les vidéos? Les vidéos sont toutes authentiques, c'est toutes les trucs vrais. Disons que la seule chose que je m'autorise par rapport à si c'était un truc strictement journalistique, c'est qu'il y a quelquefois des anecdotes qui sont un petit peu simplifiées, où genre en gros, il se trouve qu'il y avait plusieurs personnes et je fais comme si j'étais en train de parler qu'à une seule, ou un autre truc, c'est genre, en fait j'ai vécu plein de situations qui se ressemblent, des gens ont dit ça, et en fait je les fusionne sous la forme d'une seule anecdote qui les contient toutes. Chose que en journalisme on n'a pas le droit de faire. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans des journaux américains parce que ils avaient parlé, je sais pas, à 6 personnes dans un endroit, qui avaient plein d'anecdotes sympas toutes, mais en fait c'était pas une seule personne, et au lieu de dire que c'était 6 personnes, ils ont inventé quelqu'un qui avait toutes les anecdotes à raconter. Et ça c'est interdit en journalisme. Bah moi je m'autorise sur scène. Voilà. En tant qu'humoriste, tu n'as pas eu besoin de passer par les comédie clubs parce que tu avais déjà un public grâce à tes vidéos. Ouais. Et quelle est ta vision du stand-up? Ma vision du stand-up, elle est mitigée. C'est-à-dire que je suis très 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 souvent déçu par le stand-up. Ah oui? Très 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 souvent. En particulier, disons, moi qui ai un peu vu particulièrement beaucoup de stand-up américain, je suis souvent un peu déçu par le stand-up français qui, je trouve, essaye d'imiter le stand-up américain, mais faut pas essayer d'imiter les Américains sur leur terrain parce que ils seront vraiment toujours plus forts sur ces points-là. Donc, mais il se trouve que la personne que je trouve la plus drôle de l'histoire du monde, c'est un stand-upper, et c'est Louis C.K., qui est un stand-upper américain qui a été un petit peu connu en France à un moment parce qu'il c'était le petit ami de Blanche Gardin, vraiment. Et en fait, il se trouve, voilà, c'est genre, en fait, je suis pas très très client du stand-up pur, mais Louis C.K., c'est du stand-up pur, et il fait parmi les choses que je trouve les mieux, toutes catégories de création confondues. Et c'est un stand-up. Et il a ce truc en plus qui est complètement brillant et même assez énervant, c'est-à-dire que c'est l'humoriste pour moi le plus drôle de très loin, et par ailleurs, c'est aussi le plus profond, le plus philosophique, Il n'y a pas ces trucs qu'on dit souvent, genre non, mais je dis des trucs sérieux et profonds, et donc c'est des vases communicants avec le niveau de blague. C'est-à-dire que plus on dit des trucs philosophiques et machin, et plus les rires baissent. Et ben lui, les deux montent ensemble, et c'est fou en fait. C'est un peu, il y a un truc un peu décourageant quelquefois quand on regarde Louis C.K., pour moi en tout cas, de dire mais qu'est-ce que... C'est ton modèle dans ce métier. Ah mais complètement. Je suis pas le seul, hein. On est assez nombreux à l'avoir comme modèle, mais c'est... Alors, y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué jusqu'à présent dans ta carrière, soit journalistique ou soit d'humoriste? Bah oui, mais enfin, réfléchir comme ça vite, peut-être j'en aurais peut-être des plus précis, mais c'est... Non, en fait, la première fois où je suis arrivé à faire quelque chose qui était personnel, en fait, où je me disais, bah, en fait, j'ai fait un truc, genre, j'ai pas l'impression de l'avoir copié sur personne, c'est peut-être une somme de plein de trucs, c'est genre, j'ai dit exactement ce que je voulais dire, j'ai fait une vidéo qui est à la fois journalistique et humoristique, c'était le pilote de Depuis quand, qui était la série que j'ai fait sur Canal+ pendant 3 ans et qui m'a un peu fait connaître au départ. Et c'était une série de reportages sur les origines des choses de la vie. Il y a 30 ans, le café gourmand, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il est partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé. Bonjour, je m'appelle Bernard Boutboul et c'est moi qui ai inventé le café gourmand. Bernard Boutboul est né le 26 août 1957 à Bourg-la-Reine, une ville des Hauts-de-Seine assez sympa avec notamment un cimetière dans lequel il y a Carlos. Et le pilote que j'ai fait, c'était sur les origines du café gourmand. Qui c'est qui a inventé le café gourmand? Alors c'était un sujet très trivial, mais je suis allé au fond du truc. Et j'ai découvert, j'ai vu le mec qui avait inventé le café gourmand.
Et il y avait plein de petits sketchs dedans et de la musique et c'était rythmé. Et genre, je l'ai fini et j'ai fait, putain, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Et là, il y a toujours l'étape de, je l'ai montré autour de moi. Et là, les gens, ils m'ont dit, putain, c'est super bien. Et ça a été central, vraiment. Enfin, c'était un des meilleurs moments de mon existence professionnelle, c'était ça, quoi. Tu préfères être journaliste ou humoriste? Les deux à la fois, vraiment. Hein. C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que enfin, on pourrait dire que maintenant, il y a souvent un peu moins de journalisme dans ce que je fais. Et puis surtout, quand on pense à un journaliste, on pense à un journaliste d'investigation qui va mettre la plume dans la plaie. Je fais vraiment pas ça du tout. Hein. C'est vraiment, c'est genre les origines du café gourmand. Genre vraiment, ça peut mettre d'accord tout le monde. Personne va. C'est vraiment. C'est presque plus un petit travail d'historien du temps présent plutôt que d'un journaliste qui va poser des questions qui fâchent. Je suis vraiment pas ce type de journaliste. Mais en tout cas, le type de journalisme que je fais, qui est plutôt des choses qui concernent la culture générale au sens large du terme, ça, j'ai terriblement envie de le continuer et de le fusionner complètement, de continuer à le fusionner avec l'humour. Avec l'humour, quoi. Alors, si on parle de ta carrière musicale. Ouais. Il paraît que tu vis bien depuis que t'es pété de thunes. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Je possède des thunes. Non, alors ça fait quoi? La chanson en elle-même, je possède des thunes, ne m'a pratiquement pas rapporté de thunes directement. Ah, c'est dommage. Vraiment très très peu. Et ça a fait vraiment des dizaines de millions de vues, en particulier sur TikTok, tout ça. Mais il y a peut-être des modèles de modélisation maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas, donc j'ai touché zéro. Ça m'a rapporté, on pourrait dire, de l'argent de façon indirecte. Oui. Parce que ça m'a fait connaître, que le fait que ça me fasse connaître, ça m'a apporté des travaux, etc. Mais non, c'est ma carrière musicale. Donc, bah oui, j'ai une petite sur Spotify, et sur les plateformes de streaming, il y a des gens qui me suivent, qui sont un peu fans et qui m'aiment principalement pour ça. Et c'est très agréable parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps. Ça fait 20 ans que je fais de la musique, j'ai vraiment de musique. C'était un truc important pour moi. J'ai joué 4 heures de guitare par jour quand j'avais 15 ans. J'étais un de ces types fous qui travaillaient pas à l'école mais qui faisaient vraiment beaucoup de guitare. Donc c'est un truc qui est resté important dans ma vie. Et le fait d'avoir un petit succès dans cette stricte case-là, ça m'a fait super plaisir. Et c'est quoi ton prochain challenge alors? Mon prochain challenge, je pense que c'est encore lointain dans ma tête. Mais c'est peut-être aussi lointain dans ma tête que la scène l'était il y a 5 ans. Mais je pense que je vais peut-être être mûr dans pas si longtemps que ça pour, je pense, faire des petites œuvres de fiction. Ah. Filmées bien avec des comédiens. Pour moi, c'est vraiment un niveau de difficulté bien supérieur à ce que je fais. Mais je commence à voir genre, je pourrais le faire comme ça. Ah, peut-être j'ai ce petit truc à dire. Ah, peut-être que je vais être capable. Je sais pas encore parce que je l'ai pas vraiment fait, mais disons que c'est une espèce de projet de fond que je sens qu'il va peut-être finir par surnager un peu, quoi. Et un deuxième spectacle peut-être aussi? Ah oui, ça, je pense que c'est sûr. Je pense que quand on a goûté à ça, et avec le risque et la terreur de le faire, déjà il y a un premier qui a bien marché, genre le deuxième, j'ai moins aimé son deuxième. Hein. C'est fou, hein, comme le premier était bien, et là, je sais pas, il a perdu, quoi. C'est décevant, et ça fait peur, quoi. Alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait devenir humoriste? C'est un peu dur parce que moi j'ai pris un chemin qui n'existe pratiquement pas dans le domaine de l'humour, mais ce que dirait un humoriste pur à un autre humoriste pur en herbe, ce que je ne suis pas, c'est commence tôt, fais plein de comédie clubs, affine de plus en plus, et c'est comme ça en fait. C'est les gens qui font carrière dans ce métier, la plupart, ils sont passés par des centaines et des centaines d'heures de je vais sur scène et je me confronte et je prends des bides et j'affine mon propos et je deviens de meilleur en meilleur, comme ça. Et après, il y a un truc vraiment, pour moi, tout bête, c'est genre, vraiment, c'est dur d'être fort et précis et bon quand on a 20 ans, quoi.
C'est-à-dire, jamais de ma vie, j'aurais pu faire un truc bien quand j'avais 20 ans. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement précoces. Mais par rapport à quelqu'un que... Non, les jeunes, c'est aussi bien que les vieux. Sur plein de trucs, c'est vraiment pas aussi bien que les vieux. Et je me prends comme exemple moi-même. Hein. Vraiment, genre, j'étais nul, quoi. En tout cas, merci David pour ce moment de Merci partage. à toi, Nathalie. Est-ce que tu acceptes de faire un petit selfie? Bah, bien sûr. Tu veux être sexy ou pas? Parce que je veux savoir si tu vas faire la gueule ou pas sur mon sexy. Ah, moi, je vais faire la gueule sur le selfie parce que quand je fais la gueule, je suis davantage. Enfin, je suis peut-être, je sais pas, je suis. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai de moi-même. De toute façon, c'est faux. Mais... En tout cas, je rappelle quand même que cet été, on pourra te retrouver au Festival d'Avignon. Oui, tout le mois de juillet. Puis les 29 et 30 juin au Trianon. Mais vu que tu cartonnes, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc, rendez-vous aux Folies Bergères le 10 novembre. Ouais. Et tu seras ensuite en tournée dans toute la France. Ouais. Je pense toutes les villes d'une certaine taille. Alors, je suis désolé pour celles qui ne sont pas considérées de certaine taille, mais ouais, peut-être il y a 30 dates partout en France. Voilà. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Nathalie.